De mon côté, mon travail, se concentre sur le développement d'outils de simulation. Simulation fiables et performants pour les systèmes, depuis à colonne permanente, donc que je vais appeler PCP dans la présentation. Puis, juste, je viens de me rendre compte que j'ai pas ouvert ma caméra, je suis pas sûre. En Voilà, ce moment, j'y suis là. c'est moi que je vois. En ce moment, OK. Gabriel, c'est Oui. moi que je vois. Voilà, c'est OK, beau. bon. C'est ça. Bon, je vais poursuivre. Donc, dans mes travaux antérieurs, j'ai utilisé un laboratoire puis un PCP expérimental, situé à Varennes pour valider un modèle numérique, qui reproduit en détail le comportement thermique et hydrogéologique d'un PCP. Donc, aujourd'hui, je vais présenter, un travail qui vise à accélérer le temps de calcul de ce modèle, de manière à ce qu'il devienne approprié pour, un usage, plus courant, donc soit en design ou en optimisation. Avant d'entrer dans le détail de la méthode, je vais quand même faire une petite mise en contexte, sur les PCP en mettant l'emphase sur les éléments à retenir. Donc, les PCP sont des systèmes géothermiques non conventionnels qui ont une grande efficacité. L'échange de chaleur entre le bâtiment et le sol est fait simplement en pompant l'eau souterraine et en la recirculant dans un puits ouvert au roc. Un premier élément qui est très important, qui explique l'efficacité des PCP, c'est que le puits contient un grand volume d'eau, donc ça augmente la capacité thermique du système et ça permet de tamponner les variations trop abruptes de température. Ensuite, il y a aussi la saignée, qui est, dans le fond, ça consiste en évacuer une partie de l'eau pompée à l'extérieur du système. Ça va créer un rabattement dans le milieu géologique, puis donc favoriser l'apport d'eau souterraine à la température non perturbée du sol. Donc, en bref, l'utilisation de l'eau souterraine et de la saignée explique l'efficacité des PCP, qui permet de réduire de 2 à 5 fois les coûts de construction et l'espace requis par rapport au système habituel en boucle fermée. Toutefois, c'est des éléments qui sont aussi associés à une plus grande complexité du transfert de chaleur, puis donc ça se traduit par une plus grande difficulté à simuler l'évolution de leur température. Donc maintenant, je vais passer au contexte puis à la problématique plus spécifique. Donc, comme on a vu, le pompage de l'eau souterraine et la saignée rendent les PCP très efficaces. Pour aller plus en détail, il faut savoir que le débit de pompage est généralement assumé par une pompe submersible qui est placée généralement au sommet du puits. Donc, de grands débits de pompage vont aider l'efficacité thermique du système, mais vont aussi être associés à une plus grande consommation énergétique de la pompe. De la même façon, un plus grand débit de saignée va améliorer grandement l'efficacité, mais ça va aussi provoquer une baisse du niveau dynamique dans le puits, ce qui doit être combattu par la pompe et augmente encore une fois sa consommation d'énergie. Maintenant, pour tirer le meilleur parti de cette situation qui est un petit peu conflictuelle, il a été démontré qu'il est plus efficace et plus rentable d'opérer les PCP avec des débits variables de pompage et de saignée. Malheureusement, encore une fois, ça entraîne une plus grande complexité du transfert de chaleur, qui fait qu'en ce moment, il y a pas mal juste les modèles numériques qui sont capables de représenter ces phénomènes. Les modèles numériques sont très lourds et très longs à résoudre et ne sont pas vraiment appropriés pour un usage courant. L'objectif de mon travail est donc de présenter une méthode de simulation des PCP qui opère avec des débits variables, qui soient rapides et précises. Rapidement, c'est une stratégie qu'on a retenue qui utilise un modèle numérique pour évaluer le comportement thermique du puits. Puis ensuite, on accélère sa résolution à l'aide du principe de superposition que je vais aborder plus en détail. Donc, le principe de superposition est fréquemment utilisé pour la simulation rapide des systèmes géothermiques qui opèrent avec des patrons de charge dynamiques et des débits constants. Il suppose que l'évolution de la température peut être exprimée comme un produit de convolution entre une fonction de charge F et une fonction de transfert G. La fonction de charge F, en fait, représente la dérivée de l'impulsion qui est appliquée au système, comme par exemple un patron de charge thermique qu'on voit ici en rouge. Maintenant, la fonction de transfert, on la voit en vert et elle représente quant à elle le comportement thermique du système face à une impulsion unitaire. On peut l'évaluer en résolvant n'importe quel modèle de simulation, qu'il soit analytique ou numérique. Et donc, la fonction de transfert peut considérer plusieurs facteurs plus ou moins complexes comme la géométrie du système, des conditions thermiques ou hydrogéologiques qui sont hétérogènes.
Maintenant, la condition d'application de ce principe de superposition est que le problème doit demeurer linéaire et stationnaire. Donc, dans notre cas, ce que ça implique, c'est que les paramètres autres que la charge thermique, c'est-à-dire dans notre cas le débit de pompage et le débit de saignée qu'on voit en bleu, doivent demeurer constants. Donc, c'est ça. Il s'agit d'une méthode bien connue pour les systèmes géothermiques qui opèrent avec des débits constants. Maintenant, nous, dans un article qui vient tout juste d'être publié, on propose une méthode qui permet de considérer des débits variables. C'est une méthode qui est basée aussi sur le principe de superposition, puis qu'on on a nommé la convolution non stationnaire, étant donné que ça traite des cas non stationnaires avec des débits variables. Donc, c'est une méthode qui utilise les mêmes fonctions qu'on a présentées, donc la fonction de charge et la fonction de transfert. La différence principale, c'est que dans ce cas-ci, étant donné qu'on a plusieurs des valeurs de débit qu'on veut considérer, on va devoir évaluer plusieurs fonctions de transfert. Donc, par exemple, dans le cas ici, si on prévoit opérer avec 4 paliers de débit, on va devoir évaluer les 4 fonctions de transfert qui correspondent à ces 4 paliers de débit-là. Donc, après avoir évalué les fonctions de transfert, la prochaine étape, c'est simplement d'évaluer les produits de convolution entre chacune des fonctions de transfert et la fonction de charge choisie f. Ici, sur le graphique, on voit un exemple des 4 produits de convolution qu'on a obtenus, donc en couleur. Ensuite, maintenant qu'on a nos 4 produits de convolution, on va simplement considérer le patron de débit retenu pour sélectionner, dans le fond, combiner le produit de convolution qui est actif à chaque pas de temps, donc ce qui est représenté par la ligne en noir. C'est une stratégie qui est suggérée dans des travaux qui parlent du traitement de données sismiques et qu'ils appellent la combinaison non stationnaire. Dans le fond, c'est après plusieurs tests qu'on s'est rendu compte que c'est une méthode qui représentait plutôt bien l'évolution de la température dans le système géothermique, puisque à chaque fois qu'on change de débit, on a réalisé que la réponse a tendance à rejoindre le prochain produit de convolution, c'est-à-dire celui qui est actif après la transition et qui représente les débits actifs au moment où on s'intéresse à la réponse. Toutefois, on voit que c'est une méthode qui produit des transitions de débit de réponse discontinues, alors qu'en réalité, la transition peut être plus ou moins graduelle dépendant de certains facteurs. Pour mieux considérer les transitions, dans le fond, on a établi des stratégies qui dépendent du paramètre de débit qu'on vient de modifier. Dans le cas où on vient de modifier le débit de saignée, la transition vient modifier le régime d'écoulement d'eau souterraine dans le sol, puis ça fait en sorte que la transition est beaucoup plus graduelle, comme on voit sur le graphique en haut à gauche. Dans le fond, pour évaluer le rythme de la transition, on a établi qu'on pouvait évaluer une fonction de correction qu'on appelle lambda, puis qui est calculée avec la fonction de transfert qui est active après la transition. On a aussi appliqué à cette fonction-là un facteur de correction K qui sert simplement à assurer la continuité de la solution. Maintenant, dans le deuxième cas, où on vient changer le débit de pompage, ce paramètre-là ne modifie pas le régime d'écoulement, puis on peut directement passer d'une fonction, d'un produit de convolution à l'autre. Dans le fond, la transition va se faire sur une période qui est équivalente au temps de résidence du fluide dans le puits. Donc, nous, notre stratégie, ça consiste simplement, pour le moment, à faire une interpolation entre les deux signaux sur une durée qui est équivalente au temps de résidence du fluide. Donc, en résumé, la convolution non stationnaire que je viens de vous présenter permet de considérer des charges thermiques variables, mais aussi des débits de pompage et de saignée variables. Elle s'est faite en 3 étapes. Donc, en premier, on évalue les fonctions de transfert. En deuxième, on calcule les produits de convolution et on les combine. Puis, en dernier, on applique des corrections pour tenir compte des transitions qui sont plus ou moins graduelles. Donc maintenant, je vais vous présenter une validation numérique qu'on a fait pour vérifier la précision et l'efficacité de la méthode. Donc, dans le processus de validation, on a utilisé un modèle d'éléments finis qu'on a développé sur COMSOL en suivant une approche qui a été validée et détaillée dans des travaux antérieurs. La géométrie du modèle utilisé est en 2D axisymétrique.
Le modèle représente la géométrie et les matériaux détaillés d'un PCP, puis il couple le transfert de chaleur à l'écoulement de l'eau souterraine. Maintenant, pour la méthodologie de validation, on a d'abord défini le scénario de validation, donc les fonctions de charge, de débit de pompage et de débit de saignée. On a évalué la solution de référence avec comme seul en fonction de ce scénario. Puis, dans le fond, la solution de référence représente la température de l'eau à la sortie du puits. Ensuite, pour la convolution non stationnaire, on a commencé par évaluer les fonctions de transfert à l'aide de comme seul, puis on a calculé la solution. Finalement, on a comparé les solutions de référence et de la méthode proposée. Donc ici, on voit les résultats. Sur le graphique du haut en rouge, on voit d'abord la charge thermique, qui est donc un patron sinusoïdal qui varie à chaque heure sur une durée de 30 jours. Au centre en bleu, on a l'évolution des débits, donc le débit de pompage en ligne pleine et le débit de saignée en ligne tiretée. Vous pouvez noter que c'est un patron qui a été déterminé de manière à augmenter avec les charges thermiques, de sorte à améliorer l'efficacité dans les périodes critiques. Et finalement, en bas en noir, on voit les deux solutions, donc la solution de référence de comme seul et la solution de la méthode proposée, la convolution non stationnaire. On voit que les deux solutions se superposent, puis l'erreur moyenne absolue et relative sont de 0,027 degrés Celsius et 0,38 ce qui peut donc nous indiquer que la méthode sélectionnée a une précision suffisante. Donc maintenant, pour l'aspect de son efficacité, on a fait aussi une analyse des temps de calcul pour comparer la référence et la méthode proposée. D'abord, comme seul, a pris une durée de 428 minutes, donc c'est-à-dire un peu plus que 7 heures pour établir la solution en utilisant un pas de temps de 5 minutes. En utilisant le même pas de temps, la convolution non stationnaire a pris seulement 0,04 secondes. C'est quand même un gain de 5 à 6 ordres de grandeur, puis ça devient approprié pour un usage plus courant et plus facile, même pour être intégré à des processus d'optimisation. Il faut noter que le temps de calcul des fonctions de transfert n'est pas considéré dans ce résultat-là. Le temps de calcul de chaque fonction de transfert, je tiens à le préciser, il a pris quand même 47 minutes avec comme seul, mais il y a une raison pourquoi je ne l'inclus pas dans les résultats, c'est qu'il y a des stratégies qui ont été démontrées et établies, notamment par certains des travaux de notre groupe de recherche à Polytechnique, puis qui démontrent que c'est vraiment possible d'évaluer des fonctions de transfert très rapidement et très efficacement qui pourraient être incluses dans cette méthode. On pourrait penser à des banques de fonctions de transfert précalculées qui pourraient être établies soit avec des méthodes de déconvolution de données expérimentales, comme notre collègue Gabriel a parlé plus tôt, ou il y a aussi les réseaux de neurones artificiels qui ont démontré que c'est possible d'obtenir des fonctions de transfert presque instantanément. Donc finalement, le dernier élément de discussion, c'est par rapport à la distribution de l'effort de calcul de la méthode de la convolution non stationnaire. On voit sur le graphique ici le diagramme à bande, la bande en vert, ça représente l'effort de calcul qui a été dévoué au calcul des fonctions de correction lors des transitions graduelles. Ce que ça indique, c'est que vraiment la plus grande majorité de l'effort de calcul est associée aux transitions de débit de saignée. Donc, c'est ce qui conclut la présentation des résultats. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce que je viens de vous présenter? D'abord, la convolution non stationnaire permet d'évaluer la réponse d'un système de PCP à des patrons de charge thermiques et dynamiques et aussi à des débits variables. Les résultats qu'on a vus offrent une précision qui est satisfaisante et diminuent le temps de calcul de manière très significative. Il faut aussi noter que c'est une méthode qui est très flexible et qui est tout à fait applicable au système en boucle fermée qui opère avec des débits de circulation variables. Finalement, par rapport aux impacts potentiels, c'est une technique qui permet d'inclure des conditions d'opération variables dans le processus de design, ce qui pourrait donc mener à de meilleures estimations des économies d'énergie des systèmes de PCP et au développement de méthodes de contrôle plus performantes. Donc, c'est tout pour moi. Je tiens à remercier les organismes subventionnaires et merci à vous pour votre écoute.